Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va faire le débrief assez rapide, je pense. On va pas mettre non plus 3/4 d'heure à faire le débrief de cette deuxième étape du Saudi Tour. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui lors de cette épreuve, qui a performé, qui a failli passer pas loin de la catastrophe également. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette étape. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez me rajouter encore le Saint Graal, toutes les notifications, ça c'est encore mieux pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0, TikTok également. Si vous avez envie de faire un super thanks, vous avez le droit de faire un super thanks. Et puis on commence tout de suite avec cette deuxième étape du Saudi Tour, qui était une étape qui semblait facile sur le papier et qui a été peu passionnante, on va pas se mentir, pendant quasiment les 3/4 de la journée, où on avait un vent de face à décorner les bœufs. Vraiment, c'était très compliqué d'avancer. La moyenne est même extrêmement faible pour une étape comme ça, avec aussi peu de dénivelé positif. On est, je crois, à 37,6 de moyenne. Donc, ce qui est 37,6, voilà, sur une étape où il y avait 1000 mètres de dénivelé positif. Donc vraiment, ça n'a pas roulé vite sur cette journée. Et puis, à un moment, on a tourné. Et puis, on avait le vent de côté. Et puis là, ça a été beaucoup plus rock'n'roll. Avec un moment Buitrago qui s'est fait distancer, Ackermann. Radjovic également était distancé. C'était vraiment même la débandade totale pour l'équipe Bahreïn. Il a fallu se battre parce que devant, ça roulait bien. Et puis, à partir de 12-13 km de l'arrivée, l'entente est un peu moins bonne avec la Cofidis qui commence à arrêter de rouler dans le groupe de devant. Et puis la Bahreïn a réussi à rentrer aux alentours de 7 km de l'arrivée, mais ça a été quand même un gros match pendant de nombreux kilomètres. Après, le sprint était beaucoup moins rock'n'roll qu'hier, mais tout simplement parce que l'étape avait été un peu plus musclée sur la fin, donc il y avait pas mal de coureurs qui n'étaient plus en capacité de faire un sprint de qualité sur cette étape. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette journée. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, le vainqueur du jour, Jonathan Milan. Pour tout vous dire, j'étais assez surpris hier qu'il n'ait pas sprinté. Parce que pour moi, Jonathan Milan, s'il a 16 ou 20 secondes de bonification, c'est un coureur qui peut au moins finir dans le top 5 de la course, voire mieux. Donc j'étais assez surpris que c'est Radjovic qui ait sprinté hier. Pas que Radjovic soit mauvais, on sait que c'est un bon sprinter Radjovic, même si on ne l'avait jamais vu à ce niveau-là de compétition. Mais j'étais assez surpris qu'on n'ait pas fait sprinter Milan pour qu'il prenne des bonifications qui lui permettent de prendre un petit peu d'avance avant les arrivées difficiles de demain et de jeudi. Bon, ça a été une autre stratégie qui a été décidée de la part de la formation Bahreïn, ok, d'accord. Là aujourd'hui, ça a très mal. À un moment, c'était très compliqué pour la Bahreïn. C'est-à-dire, ça se finit quand même très bien pour eux, parce qu'on avait Buitrago qui était distancé, Radjovic aussi. On s'est dit, Buitrago, il y a un moment, l'écart était une grosse trentaine de secondes. À 20 bornes de l'arrivée, un peu moins de 20 bornes, à 15 bornes de l'arrivée, tu sentais qu'en plus, vraiment devant, ça s'entendait bien, ça passait bien les relais. Je pense que ce qui a foutu la merde, c'est que Jayco ne passe pas de relais dans le groupe de devant. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, la Cofidis, ils se sont dit, c'est bon, on est en train d'emmener Groenewegen sur un plateau. On va peut-être arrêter de rouler. Et puis, si eux, ils ont envie de gagner la course, qu'ils roulent. S'ils n'ont pas envie, ils roulent pas. Ils ont décidé de ne pas rouler parce qu'ils se concentraient plus sur la victoire d'étape que sur le général. Ils n'ont pas vraiment de coureurs qui sont en capacité d'aller chercher le général, je crois, du côté de la formation de Dylan Groenewegen. Et ce qui fait que du côté de la Bahreïn, on ne rentre que à cause de ça. Sinon, il ne serait jamais rentré dans le premier groupe. Et Buitrago aurait perdu 30 secondes.
peut-être toute possibilité d'aller chercher la gagne sur des coureurs comme Guerrero notamment, ou Gross Schartner aussi du côté de UAE, ou Formolo du côté de UAE. Et puis, ça rentre. Donc déjà, bonne chance du côté de la Bahreïn. Le problème, c'est qu'on a été obligé d'utiliser Radjovic et de Pasqualone. Donc c'est-à-dire que Jonathan Milan, il se retrouve quand même dans une situation où il est un petit peu seul pour emmener son sprint. Parce que Radjovic, il a fait un énorme boulot pour amener Buitrago et il a complètement explosé une fois que Buitrago est rentré à 5 km de l'arrivée. Il expose complètement Radjovic. Il perd sa deuxième place au niveau du classement général, au niveau du classement du maillot par points. Et là, à ce moment-là, on se dit, bon, ça va être compliqué. Il y a le sprint qui se met en place. Le train de la Jayco Alula est encore extrêmement bien en place. Et ensuite, il y a une petite bagarre entre Milan et Chesbol. Chesbol, il a été un peu trop gentil sur le coup parce qu'il se fait un peu devancer par Milan alors qu'il avait la bonne roue au départ. C'est lui qui a la roue de Dylan Groenewegen. Et puis, Jonathan Milan arrive à s'infiltrer, mais parce que Jonathan Milan aussi, je rappelle, vient de la piste. Donc, il sait manœuvrer avec un vélo. Et puis, Chesbol décide de partir de loin et Jonathan Milan suit, ce qui fait que Groenewegen est obligé de part avec un petit temps de retard sur ces deux-là. Donc Jonathan Milan se retrouve devant, surtout qu'il est quand même super puissant, Milan. Mais là, je me dis, même si je sais que Milan sait faire des sprints longs, on l'avait vu sur la Croix-Race, je me dis, il est quand même parti de vachement loin, parce que Chesbol, il me semble qu'il a un peu anticipé son sprint. Et je vois Groenewegen qui revient très très fort, et ça joue à une demi-roue à peine entre les deux. Mais ouais, Milan a été fort aujourd'hui parce que l'étape n'a pas été facile pour la Bahreïn et c'est une belle victoire d'étape pour Jonathan Milan. Puis ça confirme tout bien que je dis de lui depuis quelques temps sur ce coureur italien, même avant la Croix-Race. J'en avais parlé, je crois qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne. Je sais plus si on en avait parlé sur la chaîne avant la Croix-Race. J'avais dit, ce mec-là, il a un petit talent quand même, qui est pas inintéressant. Là, il a encore montré qu'il s'allait loin dans l'effort en plus. Il a cette capacité-là à faire des sprints très longs. Milan, ça va être intéressant même parce que Arnaud Delis, il est capable aussi de faire des sprints très longs. On va avoir des coureurs qui sont capables de faire des sprints de 300 mètres. Ça va être intéressant dans les semaines à venir. Parce qu'il y a des coureurs qui ont des belles capacités sur ce type de sprint-là. Je continue avec le deuxième et dernier coureur au top aujourd'hui, parce que je ne veux pas parler de Groenewegen. Groenewegen, il est très très bien emmené, donc à partir du moment où il ne gagne pas le sprint, c'est un petit peu une déception quand même pour lui. Il lance trop tard. Alors c'est pas une catastrophe, il fait 2 non plus. Je ne vais pas le mettre bonnet d'âne, mais c'est pas une victoire aujourd'hui. Non, je vais mettre Chesbol parce que je savais pas trop quelle était sa condition physique à Chesbol à partir du moment où il devait être dans le projet BNB, que le projet BNB s'est pas fait, qui s'est retrouvé assez tardivement chez Astana. C'est pas toujours facile de s'entraîner quand on sait pas où on va courir l'année prochaine. C'est parfois très compliqué. Et donc je me disais, peut-être que Chesbol il va être un petit peu en difficulté, surtout qu'en plus Astana n'a pas un train de qualité pour l'emmener. Contrairement à hier déjà, Astana a mis un train en place. Alors c'était pas un train exceptionnel, c'est un train qui s'est retrouvé tout le temps en deuxième rideau. Il y avait 2 coureurs avec Chesbol au mieux, mais ça a permis à Chesbol de pas faire trop d'efforts pour prendre la roue de Dylan Groenewegen. Donc ça déjà c'est un premier bon point. C'est-à-dire, certes, parfois vous n'avez pas le train qui est capable de mener le peloton, mais ça a toujours un intérêt, un train, pour permettre à votre coureur de le protéger quand il essaye de prendre la roue d'un autre adversaire. Donc là déjà du côté de Astana, on a fait du bon boulot. Et puis ensuite Chesbol, il confirme qu'il aime les étapes de bordure. C'est un sprinter qui aime ce genre de journée. Moi, je me rappelle sur Paris-Nice, l'étape qu'il remporte où Coquard se rate complètement ce jour-là. C'est une étape de bordure. Donc, il est performant dans ce type d'épreuve. Et là, aujourd'hui, on a une belle bordure. Donc, il aime quand c'est musclé. Chesbol sur le plat. Et là, aujourd'hui, il s'en est très, très bien sorti. Voilà, la seule déception qu'on peut avoir à Chesbol,
c'est qu'il lance ce sprint au moins 25-30 mètres trop tôt, mais c'est pas facile d'avoir des repères. Surtout que ces derniers temps, il n'a pas énormément sprinté. Parfois, il a été poisson pilote l'année dernière pour Dainese, notamment sur le Giro. Donc, c'est pas facile d'avoir de nouveau les points de repère, de savoir à quel moment il faut partir. Et puis, parfois, on croit qu'on est capable de sprinter 300 mètres en début de saison, et puis que on s'aperçoit qu'on n'a pas les capacités encore à ce moment-là de l'année, parce que peut-être qu'on est un peu fatigué du travail qu'on a fait en pré-saison, peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité de tenir 300 mètres sur un sprint. Donc voilà, des fois on s'enflamme un petit peu en début de saison, et puis après, à 50 mètres de la ligne, on regrette. Et je pense que Chessball aujourd'hui, il a regretté à 50 mètres de la ligne d'arrivée. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, aujourd'hui je commence avec Max Walscheid. Un peu comme hier, le sprint est pas fou quoi, de Walscheid, parce qu'il est plutôt bien emmené, notamment par contre Sony. Même si il y a une petite incartade entre un coureur un coureur de Jayco et un coureur de Cofidis qui sont en deux doigts de se rentrer dedans quand le coureur de Jayco s'écarte. C'est toujours le problème des coureurs qui s'écartent pas correctement dans les pelotons. Il faut toujours s'écarter totalement vers l'extérieur et pas s'écarter vers le milieu du peloton, parce que sinon ça peut être une catastrophe. Et là, ça a failli être une catastrophe avec le coureur de la Cofidis qui a même mis un gros coup d'épaule pour lui raconter un petit peu sa manière de foncer, on va dire, au coureur de la Jayco. Mais au moment de déclencher son sprint, Walscheid, c'est comme hier, il n'y a pas de sprint. Il prend pas de vitesse, il se met pas en danseuse même. Enfin, c'est pas un sprint même de la part de Walscheid, donc c'est dommage parce que la Cofidis fait du bon boulot au niveau du train, mais lui n'arrive pas à conclure. Ce qui aurait été bien, c'est de faire podium. Je pense pas que Walscheid il soit plus mauvais que Chessball. Surtout que la Cofidis avait fait un super boulot, ils étaient dans le premier groupe. La majorité des coureurs de la Cofidis étaient dans le groupe numéro 1. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle parce que Cofidis, parfois, ils se font quand même souvent avoir par les coups de bordure. Donc là, ils étaient du bon côté. Ils avaient presque fait le plus dur. C'est eux qui arrêtent de rouler, ce qui était peut-être une erreur de leur part parce qu'ils n'avaient pas forcément le sprinter le plus rapide. Mais c'est eux qui arrêtent de rouler en premier dans le premier groupe, ce qui permet au groupe Bahreïn de remonter. Et puis ensuite, tu rates ton sprint de cette manière. C'est pas exceptionnel. Et si t'es pas en capacité de sprinter, autant laisser Sony faire. Parce que Sony peut-être est plus en forme que toi, ce qui peut arriver. Ça veut pas dire que t'es mauvais, ça veut juste dire que t'es pas encore au top de ta condition physique. Mais c'est dommage pour Walscheid, ça fait 2 jours où il fait pas un grand sprint, il faut le dire. On poursuit avec DSM. La journée a été catastrophique pour la DSM. Aucun coureur dans le top 10. Donc ça, c'est déjà pas top, alors qu'on ne peut pas dire qu'il y a une grosse concurrence au niveau des sprinters sur cette épreuve. Casper Van Uden finit 30e, et c'est le seul coureur qui est dans le temps du leader. Tous les autres se sont fait avoir. Nils Sekov, Alex Edmondson, Degen Golb, Sean Flynn, Rodenberg, Pavel Bitter, ils sont tous dans des groupes de distancés. Ça fait un peu mauvais genre pour une équipe World Tour, quoi. D'avoir tous ces coureurs quasiment distancés, sauf Casper Van Uden, mais qui fait que la 30e place. C'est sûr que vu que déjà hier, il se fait manger alors qu'il a un train, je pense que Casper Van Uden, il est obligé d'avoir un train, parce que je suis pas sûr que ce soit le coureur le plus agressif pour aller prendre la roue d'un de ses adversaires pour tenter de lancer son sprint. Et bon, quand tu as toute ton équipe qui fait naufrage, c'est un peu compliqué, avec notamment des coureurs qui ont été pris dans des chutes, mais ils sont tous repartis, donc ça n'a pas l'air d'être un problème, parce qu'il y a des coureurs qui étaient pris dans des chutes sur cette étape. Donc ouais, pas une journée folle du côté de la DSM, ça s'est pas bien passé, et autant chez Bahreïn, ça se passe pas bien pendant 95% de la journée, mais ils arrivent à bien rectifier le tir avec la victoire de Milan, et le retour de Buitrago dans le peloton. Autant chez DSM, ils n'ont pas réussi à rectifier le tir. Et puis je termine du côté des coureurs au top avec Pascal Ackermann. Il était dans le deuxième groupe, un peu comme hier, il n'est pas au top. Pascal Ackermann, moi j'ai vu quand il est lâché, et même à un autre moment il le montrait dans le peloton. Alors c'est peut-être que moi, ça, des fois c'est encore une fois ce qu'on voit de manière visuelle. Des caractéristiques visuelles peuvent parfois être trompeurs. Faut toujours se méfier.
mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très fit. Là, quand je regardais les mollets, par exemple, Alaphilippe, on a vu dès la conférence de presse, il a les mollets affûtés. Il y a d'autres coureurs comme ça où tu vois assez vite qu'ils ont les mollets. Je pense Lampard par exemple. Je regardais les jambes, c'était pas mal. Déjà pour un mois de janvier pour Yves Lampard. Là, c'est épais. Hein. C'est-à-dire que le mollet n'est pas vraiment dessiné sur la jambe. Hein. Donc c'est-à-dire que on n'est pas encore au poids de forme. Et ça serait une des raisons pour lesquelles il n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est quand même pas top de ne pas arriver à son poids de forme sur une course comme le Saudi Tour quand tu sais le caractère concurrentiel qu'il y a dans cette équipe UAE. Alors vous allez me dire, sur les sprints c'est un petit peu plus calme. Il y a quand même Molano. Hein. Donc il faut se montrer. Surtout que, je rappelle, il n'y a pas 150 grands tours où tu peux y aller en étant sûr d'avoir un train. Peut-être qu'il y aura un grand tour dans l'année où un sprinter de UAE aura un train. Donc ouais, Ackermann, c'est pas fou. Après, c'est vrai qu'Ackermann, quand tu vois déjà la saison l'année dernière, elle est pas dingue. Sa dernière saison chez Bora, c'est pas fou non plus. Tu te dis, est-ce que c'était une bonne idée d'aller chez UAE? Moi, je ne pense pas. Voilà, c'est une équipe qui n'était peut-être pas le bon endroit. Surtout quand tu vois Jasper Philipsen, une fois qu'il a quitté UAE, il enchaîne les résultats chez Alpecin. Ça aurait pu te mettre la puce à l'oreille quand même. Pascal. Et là, pour le moment, les jambes sont pas bonnes. Donc ça, déjà, c'est un vrai problème. Et si tes jambes sont pas bonnes et qu'en plus, t'es sous pression et sous concurrence, ça peut être très compliqué pour la suite de ta saison. Donc, il ne faudra pas qu'il se plaigne, Coco, s'il se retrouve sur des courses de deuxième division. Parce que le Saudi Tour, c'est un test. Hein. Et Molano, pour le moment, il est un peu devant au niveau du test par rapport à Pascal Ackermann. Eh bien, on a fait le tour de cette étape. On regarde le programme de l'étape numéro 3. On partira donc de Almacia, de la gare de Almacia pour aller à Abu Raqqa. 150 km, 159 km 200. Voilà, avec une montée à l'arrivée. Hein, on arrivera en bosse. Et il y aura... deux autres longues montées dans la journée, dont une au km 72.8, ça sera le sommet, et une autre au km 122.8 qui sera l'autre sommet. Donc ça risque d'être une journée usante, fatigante pour les organismes des coureurs, mais qui peut déjà être décisif pour le général, même si je pense que le point de vue jeudi est peut-être plus intéressant que cette arrivée du côté de Abu Raqqa. Mais on sait que ce sont deux étapes qui seront très importantes pour le général, même si vendredi, il faudra faire attention sur la portion nous goudronnée de route. Il pourrait y avoir des crevaisons qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour les leaders. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!